Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WrestleMania Backlash et du Raw après WrestleMania Backlash. Et pour commencer donc, on a eu le Raw Women's Championship match, donc c'était Charlotte contre Asuka contre Rhea Ripley. Et à la surprise générale, qui a gagné? Qui a gagné? Rhea Ripley a conservé son titre. Rhea Ripley a conservé son titre les amis. Et pas n'importe comment, avec le Riptide sur la japonaise Asuka. Sur la japonaise Asuka, qui en plus a livré un grand match. C'est plus qui plus est, il faut le dire, quand une catcheuse fait un grand match. Il faut le dire et il faut le mériter. Franchement, Rhea Ripley, Charlotte et Asuka nous ont sorti le match de la soirée. Et je n'exagère pas en disant ça, c'est que c'était réellement le match que tout le monde attendait. Si vous voyez ce que je veux dire. Peu de gens s'y attendaient forcément à une victoire de Rhea Ripley, mais le bon nombre de gens qui s'y attendaient à un couronnement de Charlotte Flair peuvent se faire avoir de la sorte, parce que forcément il y avait moyen que Charlotte gagne ce match. Elle a quand même porté sa sélection naturelle à Asuka, mais ça n'a pas suffi parce que Rhea Ripley a eu l'intelligence de la jarreté de ring et de faire son Riptide qui a surpris tout ce beau monde. Pour justement permettre à Rhea Ripley de garder son titre. C'est que mon avis, c'est que son règne était beaucoup trop court pour s'arrêter tout de suite, donc c'est en toute logique qu'elle garde son titre, mais que vous allez le voir avec l'arrivée de Raw, je vais vous enchaîner, il y a peut-être moyen de continuer, et là je suis content par rapport à ça, que ça continue, et voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, après on a eu la SmackDown Tag Team Championship, donc c'était Dolph Ziggler et Robert Roode contre les Mysterio, donc Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Et les Mexicains, le duo père-fils, est devenu champion par équipe de SmackDown pour la première fois de leur carrière. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup qui réalisent ça dans le passé ou dans le présent, dans le futur. Il y en a très peu qui sont parvenus à faire ce genre de victoire là. Mais là, ce duo père-fils, en tout cas, dans un match exceptionnel où Rey Mysterio et ses qualités athlétiques et sa résistance ont fait la différence, ont réussi à gagner les titres. Bon, le règne de Ziggler et de Roode, on peut en parler 8000 ans, et il durera pas. On savait qu'il n'allait pas durer 300 jours, il a duré 120 jours, je crois. C'est déjà pas mal pour eux que ça dure aussi longtemps, parce que franchement il y avait peut-être moyen de le faire durer encore un petit peu, mais ça c'est WWE, ils commencent des règnes, ils ne les finissent pas, donc c'est super pour eux que les Mysterio aient gagné. Mais je sens une magouille arriver, une revanche, je sais pas, mais il y aura magouille, c'est sûr qu'il y aura magouille, et que les Mysterio vont pas célébrer de manière méritée au prochain SmackDown. Vous allez voir, mais c'est une bonne nouvelle quoi, de voir que ces titres si précieux par équipe de SmackDown et de nouveaux détenteurs face, parce qu'il y avait beaucoup de champions heel, on l'a vu dans le match précédent, mais en tout cas voilà quoi, c'était juste génialissime que ce match se termine ainsi. Ensuite, après du coup, on a eu The Miz contre Damien Priest, donc dans un Lumberjack match, donc un match de bûcheron qui a valu son pesant de cacahuètes. Ce que je veux dire, il y a le pesant de cacahuètes qui valait le détour avec The Miz qui avait peur des bûcherons, qui était paniqué
et un Damien Priest qui lui au contraire va tirer et va dinguer tout sur son passage. Vous voyez ce que je veux dire, il a tout mis au sol sur son passage et il a tout mis la compétition en difficulté, et c'est vraiment superbe que Damien Priest ait réussi ce genre de choses là, parce que ce sens-là le show aurait été un petit peu moins bon. Je pense que The Miz et Damien Priest ont fait monter la valeur du show, et il le fallait forcément pour le bonheur de tous, parce qu'il y avait forcément une envie de voir Damien Priest dominer la compétition. Voilà, je cherchais le mot, parce qu'il y avait vraiment compétition et il y avait vraiment moyen que Damien Priest lui se fasse avoir de la sorte. C'était pas idiot du tout, mais c'était pas bête aussi. Donc Damien Priest lui a gagné, mais le Miz a pas vendu chèrement sa peau, et a surtout permis aux officiels de, comment je peux dire ça, de dominer et d'avoir le dessus, quoi, tout simplement. Ensuite, après, du coup, on a eu le SmackDown Women's Championship, donc Bianca Belair qui a défendu sa ceinture avec succès face à Bayley dans un bon petit match, parce que des matchs nuls on en a eu entre ces deux catcheuses. Enfin, nuls, je suis un peu loin, mais pas très bon. On en a eu, et pas qu'un peu, on en a eu quelques-uns, et forcément ça a permis au ring de Bianca Belair de pas trop s'effriter, que le fait qu'elle comment je peux vous dire ça, le fait qu'elle s'impose tout simplement, ça lui a permis de pas trop s'effriter, de pas trop s'effractionner dans la quête de son titre, parce que vraiment il y avait tout pour comment je peux vous dire ça, pour justement que Bianca soit mis en valeur, parce que quand même si elle a gagné de manière pas hyper clean, on peut en débattre autant que vous voulez, elle a quand même gagné, et pas qu'un peu d'ailleurs, elle a gagné de pas mal de manières différentes. Elle a gagné, elle a surtout beaucoup de succès, mais c'est Bianca Belair, quoi. Il faut lui mettre un ring qui dure, qui fait mal, qui la fait panacher, enfin avoir du panache, et donc ce ring, ça lui permet de dominer tout ce que vous voulez, les amis, et surtout de battre la championne au plus long règne, qui est Bayley, et qui a beaucoup de talent pour mettre les anciennes catcheuses en avant, enfin les nouvelles arrivantes, quoi, et Bianca Belair en faisait partie, et là je suis tellement fier de la WWE qu'ils aient fait ça, que voilà, quoi, c'était super. Ensuite, après, en avant-dernier combat, donc on a eu le match pour le WWE Championship, donc c'était Bobby Lashley qui a défendu son titre contre Braun Strowman et Drew McIntyre. Donc, et le psychopathe écossais que tout le monde voyait vainqueur, excusez-moi de l'expression les amis, mais c'est la réalité, tout le monde le voyait gagnant, Drew McIntyre ne s'est pas imposé. Contrairement à certaines personnes, il s'est pas imposé, et il a pas eu tant de succès que ça, pour vous dire ça, et il a même échoué à récupérer son titre, parce que Bobby Lashley est forcément beaucoup plus destructeur que ça par rapport à Drew McIntyre, et il a réussi à porter son Hardlock
à Braun Strowman pour le faire abandonner et conserver son titre. Drew McIntyre pas impliqué dans la fin du match comme Charlotte Flair. On protège les top stars du côté Drew et c'est vraiment dommageable, je trouve, qu'il soit autant de protégé, quoi, parce que je pense que Drew McIntyre n'a pas besoin d'être autant surprotégé, d'être autant pêché autour du titre. Et c'est pas de faute de le dire, mais faut vraiment que WWE arrête avec avec ça et qu'il se réussisse à, comment je peux vous dire ça, à dominer, quoi. Enfin, dominer, comment on peut dire ça, à avoir le dessus et à surprendre leurs fans, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment, en tout cas avec la pandémie. Mais après, c'est le temps qui nous dira si Drew McIntyre a réellement besoin d'avoir le succès mérité, ou si il a, comment je peux dire ça, aussi il a pas le temps, quoi, les amis. Mais ça fait mal de voir Drew McIntyre autant mis en avant. Enfin, c'est bizarre. Ensuite, après, du coup, en main event, on a eu le championnat universel. Donc c'était Roman Reigns qui défendait son titre contre son challenger Cesaro. Et là, on a eu un match hors du commun, les amis, hors du commun. Je vous jure que devant mon écran, j'hallucinais devant ce match parce que je pensais pas que Cesaro avait autant de potentiel pour gagner garder ce titre, pour garder la hype du public et mettre en difficulté Roman Reigns. Il faut le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire par le passé. Et là, je peux vous dire que Roman Reigns, il a sué, il s'est inquiété et tout ce que vous voulez parce que vraiment, Cesaro l'a frustré et l'a poussé au-delà de ses limites. Et c'était peut-être le meilleur moyen pour ça, pour la WWE, de voir Roman Reigns en aussi grande difficulté que de le mettre, comment je peux vous dire ça, le mettre en valeur comme ça. C'était le meilleur moyen de l'enquêter et c'était pas bête du tout de l'inquiéter comme ça parce que il y avait peut-être un autre moyen de s'imposer, quoi. Et franchement, Cesaro, il a pas volé la vedette à Roman Reigns, mais un petit peu quand même. Il s'est battu pour lui et pour Daniel Bryan. Ce qui s'est passé après le match, j'en reviendrai après, mais c'est idiot. Enfin, c'est pas idiot, mais c'est lassant en fait, la feu de Rollins Cesaro et le fait qu'il lui explosé le bras, etc., etc. C'est la storyline, mais bon, cette storyline du bras est assez exagérée, je trouve. Sachant que même si Roman Reigns s'est acharné sur le bras de Cesaro, c'était plus à lui de blesser Cesaro que à Rollins. Mais après, c'est pas bête du tout ce qui s'est passé. Et il, profité de la situation, Seth Rollins. Alors que Roman Reigns et Jey Uso avaient fait le job juste avant. C'est pas Rollins qui a blessé Cesaro, je le dis tout de suite, c'est Roman Reigns. Et en passage en pro établissement, mais vu le match que Cesaro a livré, je pense qu'il s'est même blessé tout seul. Parce que vu les moves qu'il a réalisés, les uppercuts, etc., faut savoir que c'est vraiment dommage. Bref, c'est tout pour cette review de WrestleMania Backlash. Ensuite, on enchaîne avec Raw, donc juste derrière, avec MVP qui nous a introduit Bobby Lashley. Donc, et Bobby Lashley était accompagné de jeunes femmes. On ne sait pas qui sont ces jeunes femmes d'ailleurs, mais on pense savoir qui c'est elles, mais on n'est pas sûr du tout de savoir qui sont elles. Mais en tout cas, ces jeunes femmes là ont accompagné Bobby Lashley au ring et on fait comment je peux vous dire ça, on fait de leur pesant de cacahuètes un comment dire. Et du coup, je vous disais, on fait de leur pesant de cacahuètes comment on peut dire ça, un malin plaisir à
dénicher Bobby Lashley et le mettre en avant. Mais Bobby Lashley, lui, entouré de jolies femmes, il se gêne pas avec MVP. Il se fait plaisir et ça fait plaisir aux fans à ses fans en tout cas, de le voir entouré de ces femmes-là qui doit connaître forcément, vu qu'ils vont pas débarquer à Raw comme ça, qui sont peut-être de sa famille ou des amis de sa famille. Mais en tout cas, il avait une petite célébration pour débuter ce show, malheureusement un petit peu gâché, je crois, si je dis pas de bêtises, par Drew McIntyre. C'est ça, par Drew McIntyre. Il dit qu'il va lancer un Open Challenge le soir même, et Drew McIntyre l'interrompt et le met au sol et fait une démonstration littéralement à ces jolies femmes au passage, qui pour elle forcément c'est impressionnant de voir Drew McIntyre détruire Bobby Lashley, donc elle se manifeste en l'applaudissant forcément, et Bobby Lashley peut aller se battre après, mais finalement MVP dit que Drew McIntyre n'est pas inclus dans l'Open Challenge du soir, mais qu'il pourra avoir sa chance, quoi. Et ça part en vrai comme ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de la part de la WWE que de voir fait ça comme ça avec Bobby Lashley. Mais après, est-ce que le construire de cette manière-là est assez puissante, assez impressionnante, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Bobby Lashley a inquiété pas mal de monde à ce moment-là, au moment où il s'est retrouvé au sol, mis au tapis par McIntyre, et c'est comme ça que le segment s'est terminé, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, après, du coup, on a eu AJ freaking Styles qui nous a affronté notre ami Elias, donc dans un match 1 contre 1, donc une partie des champions par équipe de Raw. AJ Styles a affronté Elias, et Elias a pas vu le jour, excusez-moi de vous dire ça comme ça. Il s'est fait un petit peu balader, même si AJ Styles aussi s'est fait balader, mais c'est parti en vrille littéralement à la fin du match, avec une intervention de Jackson Ryker qui a coûté le match à Elias. Est-ce que ça sent la feud? Je ne sais pas, je suis pas officiel, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. J'aimerais beaucoup que ça sente la feud, je vous le cache pas, mais je ne pense pas que ce soit le plan de la WWE que de faire une feud entre les deux, mais ça peut être intéressant si ça venait à arriver de faire une feud entre les deux. Je vous disais. Mais finalement, peut-être que cette feud là arrivera un petit peu plus tard. Ils ont l'air d'être intéressants, en tout cas Elias et Ryker, par les titres par équipe de Raw, qui sont brièvement regardés, on va dire ça comme ça, ils les ont regardés. Contrairement aux Moss et AJ Styles qui les portent, eux ils les regardent. Forcément, quand t'es champion, excusez-moi, vous avez une cible dans le dos, et donc quand t'as une cible dans le dos, tu te mets en difficulté, forcément. Mais AJ Styles et Elias quand même ont livré un bon petit match, Je ne pensais pas qu'ils en seraient capables d'en faire autant, mais franchement j'ai été agréablement surpris par la manière dont AJ Styles et Elias sont mis sur la figure, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité, et ça m'a tellement surpris que Elias a littéralement pété les plombs, on va dire ça comme ça, et a tout donné pour essayer de blesser AJ Styles. Mais AJ Styles, franchement, sur son pesant de cacahuètes qu'il a, il fait mal à ses adversaires et il les taquine énormément, et je trouve ça intéressant tout de même que WWE joue là-dessus, parce que peut-être que AJ Styles aurait pu comment je peux vous dire ça, aurait pu vaciller, quoi, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Il aurait pu vaciller et il aurait pu aussi ne pas s'imposer et avoir moins de succès que ses adversaires. Pour que par la suite
ils réussissent. Ensuite, du coup, juste derrière, on a eu le pire match de l'histoire d'Euro. Je vais être clair avec vous. Ce Angel Garza Drogulak, qu'on a déjà vu la semaine dernière, valait pas du tout le détour. Et franchement, c'est assez rare que je critique les shows de la WWE parce que j'aime pas ça. Mais que ce soit Garza ou que ce soit Gulak, franchement là ils ont déçu tous les deux. Enfin, Angel Garza dans son rôle de heel n'a pas déçu, mais cette histoire de bouquet de fleurs, enfin de roses pardon, c'est exagéré je trouve. Il joue trop dessus, et puis Drogulak, le pauvre se les bouffe à chaque fois, commence à devenir des squatchs, et le pauvre Angel Garza, bah, lui, profite de la situation forcément, excusez-moi, profite de la situation forcément, et il n'en a pas besoin spécialement de profiter de ce genre de situation parce que il n'en a pas besoin en fait. Il a tellement de succès Angel Garza qu'il n'a pas besoin de faire profiter de ces situations à ce genre de personnes là. Et une fois qu'il s'en profite, bah ça casse l'image en fait de l'adversaire, enfin de l'autre personne. Et là malheureusement c'est tombé sur ce pauvre Drogulak, excusez-moi l'expression, mais Drogulak le pauvre il se bouffe des choses que très peu de gens aimeraient se bouffer, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu exagéré. Et malheureusement pour lui, bah ça salit son image et ça va le faire, sauf s'ils veulent le licencier, je vois pas où ils veulent en venir en fait avec cette histoire là. Ils ont été tous les deux autour du District 24/7, mais c'est abusé je trouve, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, du coup, juste après, on a eu Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods, son acolyte comme d'habitude, face à Randy Orton, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière avec le RKO d'Orton sur le New Day, après leur victoire face à Elias et Jackson Ryker et Destroy the Homos. Il avait porté un RKO aux deux membres du New Day, Randy Orton, et bah là, Kofi Kingston, Randy Orton ne voulait pas s'excuser, ils se sont donc du coup affrontés et Kofi Kingston s'est imposé. Surprise de tous, il a gagné ce match Kofi Kingston parce que je pense que beaucoup de gens le voyaient perdant dans cette histoire, le pauvre Kofi Kingston, mais à la surprise de tous, il a su s'imposer. Avec la malice d'Orton, on aurait pu prendre le pire pour lui, mais il a su s'imposer et battre Randy Orton une nouvelle fois. C'est la première fois depuis un petit moment qu'il le bat, mais il avait enchaîné les victoires par le passé face à Randy Orton, et là il avait vraiment besoin de succès quoi, de mise en valeur, et qui de mieux que de Randy Orton pour mettre Kofi Kingston en valeur depuis WrestleMania et WrestleMania Backlash. Il a pas catché, mais depuis WrestleMania il est un petit peu trop mis à l'écart je trouve, Kofi Kingston, et c'est un talent hors du commun, donc il faut pas le mettre à l'écart à ce point là les amis. Pour ceux qui aiment Kofi Kingston, tant mieux pour vous en fait, j'ai envie de vous dire, et pour ceux qui le détestent, bah c'est pareil, même si je pense qu'il y a beaucoup de francophones qui aiment Kofi Kingston et son style de catch, mais là Randy Orton c'est littéralement fait battre à plat de couture, et il a mérité en fait sa défaite Randy Orton, et voilà quoi, c'est une vengeance pour Kofi Kingston, même si c'est parti en sucette entre Xavier Woods et Riddle après le match, comme de par hasard. Ça va continuer cette fête, je le sens. Ensuite, juste après, du coup, on a eu, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même, mais on a eu, ouais, ça doit être ça, on a eu Nia Jax et Shayna Baszler qui ont leur rematch contre Tamina et Natalya. Et Tamina et Natalya, grâce à une intervention d'Alexa Bliss, je tiens à le préciser, qui, vu qu'elles étaient invitées dans le moment de Bliss, ont réussi à conserver les titres par équipe féminin qui venait gagner lors du dernier SmackDown. Ça paraît logique en fait qu'on leur laisse les titres malgré tout ce qui a pu se dire par le passé les amis. C'est juste tout à fait logique qu'elles gardent les titres vu que on pouvait pas leur retirer de la sorte aussi rapidement après que
que comment je peux vous dire ça, après que il y ait eu autant de malentendus, si vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement pour Nia Jax et Shayna Baszler, elles ont eu leur revanche. Elles ne vont pas récupérer les titres. Il était temps qu'on les éloigne des titres, ces deux-là, j'ai envie de vous dire, parce que ça faisait un petit moment qu'elles étaient championnes depuis le Rumble, qu'elles avaient récupéré les titres. Bah là, il était temps vraiment qu'on leur enlève. Et c'était mérité en fait pour les deux de les garder, ces titres, Natalya et Tamina. On va voir par la suite qui va les défier. On avait une discussion en coulisses à Raw, même si on n'a pas une match. Je pense que donc on avait Dana Brooke, Wendy Rose, Naomi Lena. On verra bien laquelle de ces deux équipes va avoir sa chance au titre. De Natalya et Tamina qui vont avoir forcément plus de boulot désormais pour être et à Raw et à SmackDown et même à NXT. Même si NXT est désormais c'est pas l'équipe féminin, elles ont toujours le droit d'y aller, il me semble, si je dis pas de bêtises, et voilà quoi. Ensuite, du coup, juste après, on a eu Sheamus qui a affronté à nouveau Ricochet, s'était affronté dans le kick-off de WrestleMania Backlash. Cette fois-ci, le titre n'était pas en jeu, et Sheamus a gagné le respect de nombreux fans lors de ce match-là, parce qu'il s'était fait avoir de la sorte là, lors du dernier show. Il s'était bien fait avoir, je vais y arriver, en se faisant voler sa doudoune, enfin sa espèce de veste et son chapeau par Ricochet. Mais là il l'a récupéré, figurez-vous les amis, et c'est tant bien pour lui. Et avec un Brock Kick dans un match exceptionnel, on va dire ça comme ça, bah Sheamus a réussi à gagner ce match et à mettre Ricochet en difficulté. Si vous voyez ce que je veux dire, Ricochet a été mis en difficulté et n'a pas réussi à s'en sortir, à se dégager de ce Brock Kick et à se retrouver sur le devant de la scène. Et c'est un point positif du show pour moi, ce Sheamus Ricochet, même si en globalité ces deux shows là étaient pas mal. Mais voilà quoi les amis, il y a peut-être mieux à réaliser côté WWE que de faire ce genre de détails là. Et franchement, voilà quoi, c'est dommageable que WWE salisse l'image de Ricochet aussi, même s'il a provoqué Sheamus, je trouve ça dommageable. Et j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus, à part que Sheamus est de plus en plus brutal, les amis. Faut dire la vérité, faut dire ce qu'il en est, il est de plus en plus brutal. Et il est de plus en plus fort surtout, de plus en plus mis en avant. Et voilà quoi les amis, c'est Sheamus quoi, il devient de plus en plus fort. Et surtout de plus en plus brutal, mais il devient aussi très très puissant. Et ça, je me trompe pas en vous disant ça. Ensuite, après, on a eu donc Asuka qui a affronté The Queen, Charlotte Flair, dans un match pour le... Non, c'était pas un match de championnat, c'était juste un match comme ça pour déterminer peut-être la future espérance de Rhea Ripley. En tout cas, Charlotte Flair n'a pas perdu à WrestleMania Backlash, n'était pas impliquée dans la fin du match, mais là, Asuka l'a bien battu de manière clean. Et visiblement, ces trois femmes vont encore tourner autour du titre, vu que c'est suite à une distraction de Rhea Ripley que Charlotte Flair a perdu ce match et que Charlotte Flair s'est retrouvée en difficulté, quoi, parce que elle avait pas de moyen de sortie. Et donc, c'est comme ça que elle a été mise en difficulté, Charlotte Flair, et qu'elle s'est fait avoir par cette espèce de petit paquet et 1 et 2 et 3. Mais malheureusement pour Asuka, il me semble que l'issue inévitable pour LNSL ce sera Charlotte Flair et pas elle, mais il y a moyen de faire un triple menace de nouveau entre les trois. Je vois pas pourquoi Asuka serait mise à l'écart après cette victoire sur Charlotte Flair. Elle a peut-être moins de... Elle a peut-être moins de succès que Charlotte Flair, les amis, mais elle a quand même une panoplie de coups que peu de monde réalise, en tout cas dans le passé, et que peu de fans en tout cas parviennent à réaliser.
et parviennent à mettre en avant. Forcément, cette panoplie de coups fait mal à beaucoup de fans et surtout à Charlotte Flair qui en a pas tant que ça des coups. Tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est comme ça que ce match est terminé, les amis. Je trouve ça dommage que Charlotte Flair ait perdu ce match-là parce que elle en avait peut-être besoin en fait d'une telle victoire et d'un tel succès quoi, les amis. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage de faire ça. Ensuite, juste après, donc juste derrière, les amis, on a eu Damien Priest qui a affronté John Morrison dans un Lumberjack match également. John Morrison qui a besoin de... Comment je peux dire ça ? Je peux dire ça, de succès sur le long terme, mais qui n'a pas réussi à s'imposer finalement. Il a échoué face à Damien Priest, qui est un catcheur qui enchaîne les victoires, qui va être pêché. Il a parlé du titre de Bobby Lashley, et je trouve ça assez intéressant qu'il en parle, parce que forcément qu'il en est intéressé à Damien Priest, de ce titre-là, et du succès qui va avec. Mais après, est-ce que WWE va aller dans cette direction-là? J'en suis pas si sûr que ça. Mais Damien Priest, en tout cas, lui, est intéressé par ce titre de la WWE. Est-ce qu'il a répondu à cet Open Challenge? Je ne pense pas, mais en tout cas, le devant de la scène de Damien Priest, qui est mis en avant comme ça, ça prouve en fait aux gens et à Damien Priest qu'il a besoin de personne pour réaliser le succès dont il est capable d'avoir, de côtoyer quoi. Et ça montre aussi aux fans qu'il n'a pas besoin tant que ça de succès. Le succès que les fans ont besoin, ont tout simplement été amadoués et ont échoué. Bref, ensuite du coup après on a eu ce fameux Open Challenge de Bobby Lashley que tout le monde parlait, qui a été accepté par Kofi Kingston, s'il vous plaît les amis. C'est Kofi Kingston qui a accepté cet Open Challenge, et à la surprise de tout de suite, à une distraction de Drew McIntyre, Kofi Kingston a battu le champion de la WWE, Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley en grande difficulté déjà vis-à-vis des officiels, on parle de lui qui est le tout puissant, etc. Là c'est fait balader, promener, avoir, si vous voulez. Il a dominé tout le match, mais il s'est fait avoir par Drew McIntyre et Kofi Kingston. Est-ce que Kofi Kingston, un ancien champion du monde, est capable de réitérer l'exploit, de récupérer le titre après l'avoir pris Orton à Lashley? Ça peut être intéressant en tout cas comme feu, les amis, et ça peut vraiment valoir son pesant de cacahuètes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je pense qu'il y a moyen de côté double de comment je peux vous expliquer ça, de mettre en avant Kofi Kingston et de le refaire de lui à nouveau une top star, parce que franchement la manière dont il a remporté ce match là n'est pas clean certes, mais est-ce qu'il y avait besoin d'être clean pour gagner ce genre de match? Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que les amis, certes il n'y avait pas besoin d'être clean, mais Bobby Lashley était vraiment sur le droit chemin de la victoire avant que Drew McIntyre intervienne. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette double review. Sur ce, je vous dis à très vite pour la review de SmackDown, peut-être dimanche, sinon si ce sera mardi pour la review du prochain Raw. Ciao, bye.